l'entrée de la commission aussi, c'est la synthèse. Bien, bonjour à tous. Très heureux de pouvoir modérer cette table ronde sur la question des addictions. C'est vrai que quand on parle de santé mentale, c'est vrai que la question de l'usage de substances est une problématique, vous l'aurez compris, qui est extrêmement endémique, prévalente dans nos sociétés, et encore plus quand on parle également de troubles psychiatriques. Donc j'ai la joie en effet d'avoir la possibilité de créer en effet une unité sur la métropole centrée sur la question des addictions. Dans un écosystème psychiatrique en effet, mais on voit en effet vraiment la force qu'il y a de pouvoir cohabiter ensemble, discuter ensemble, parce que nos patients, eux, ne sont pas solutionnés comme des fois nos services. Et l'idée, c'est de pouvoir créer la transversalité, créer de la communication entre ces différentes unités. Donc, aujourd'hui, alors l'idée pour nous, en effet, c'est de pouvoir parler de la question des addictions. On commence ensemble. Alors, pourquoi on a voulu parler de transversalité, la question judiciaire aussi, c'est de comprendre déjà sur le plan clinique que ces patients, les patients, quand on parle d'addiction, ont des problématiques extrêmement multiples et qui vont solliciter des services parce que c'est des patients, en effet, quand on parle de psychiatrie, qui ont énormément de dépendance, qui ont des comorbidités, en effet, sur le plan somatique également. Et c'est vrai que la gestion un peu de ce tableau assez mixte peut emmener des difficultés, des divergences dans les priorités de traitement, à quel moment soigner, qui doit soigner, où il faut soigner, où il faut accompagner, à quel moment transmettre les informations. On voit qu'on est à la croisée des chemins en permanence quand on accompagne ces patients. Suivant. Et c'est vrai que quand on regarde globalement les chiffres, alors je prends que l'exemple de l'alcool et la question des troubles psychiatriques qui sont liés à l'usage d'alcool, on réalise en effet que ces sujets qui souffrent d'alcoolodépendance présentent énormément de troubles, notamment la question de la dépression, des troubles anxieux, et j'en passe, c'est notamment des troubles de personnalité qu'on a évoqués ce matin. Donc on voit qu'on est face à une population qui nous pose des fois des défis extrêmement intéressants, qui peuvent aussi être attractifs pour certains professionnels. Alors, comme je vous disais, quels sont les facteurs de confusion qui vont venir justement nous emmener à devoir réfléchir de manière transversale? Mais vous avez compris, quand on parle d'addiction, c'est un parcours complexe. Complexité dans le parcours de soins, multiplicité des intervenants aussi. Les médecins généralistes sont dans la boucle, les spécialistes, les paramédicaux aussi. Et des fois, la coordination, il faut l'avouer, n'est pas forcément très claire en fonction des territoires. Et c'est vrai que quand on regarde ces différents niveaux de soins, on réalise que les conditions sont des fois pas très fluides. Un patient qui sort d'hospitalisation, pas de garantie forcément d'avoir un rendez-vous derrière, parce que faute de place, faute de disponibilité des médecins, on réalise qu'on est vraiment dans une situation des fois qui n'est pas aussi fluide qu'on le voudrait. Et aussi des problèmes dans les procédures administratives, parce que, et c'est là pourquoi il est très important d'avoir ce genre de journée où à la fois le milieu du sanitaire croise celui du médico-social et aussi celui du judiciaire, on en parlera après, parce que c'est l'occasion de communiquer, de mieux se comprendre aussi, comprendre nos enjeux, comprendre nos limites aussi, parce que évidemment nous ne sommes pas tous puissants, mais on a la volonté, on veut y arriver, et l'idée c'est de créer cette plateforme afin d'échanger. Alors l'un des éléments aussi qui ressort souvent, j'aime beaucoup cette image de justement à qui il faut refiler la patate chaude. Est-ce que c'est la faute de qui au final? Qui doit s'en occuper? Ces patients qui se retrouvent à la croisée des chemins, il est hospitalisé, il a des consultations ambulatoires à l'hôpital, du coup l'ex-sympa ne le connaît pas très bien, on a des questionnements des fois du milieu judiciaire aussi. Donc l'idée c'est de se dire, on ne sait pas trop quoi en faire des fois par moment, et c'est très difficile de déterminer où orienter ces patients. Donc l'idée d'avoir un maillage qui soit clair, qui soit décidé en toute collaboration avec les différents partenaires, mais qui soit clair à l'échelle de territoire. Alors, comme je vous disais, cette fameuse image de la patate chaude que j'aime énormément, c'est de se dire, nos services, des fois, sont fragmentés. Il faut l'avouer. En addictologie, ça peut être dispersé sur plusieurs établissements, dans les hôpitaux, les centres de réhab, les associations aussi, qui ont un rôle très important. Et ce renseignement, en fait, n'est pas forcément l'usager et peut complexifier et emmener à peut-être un échappement de ces patients. Alors, comme je vous disais, l'idée, c'est de savoir quelles sont les solutions, quand même derrière, et on est là pour en parler aujourd'hui, de savoir comment on peut permettre à nos services de mieux communiquer.
Alors ça va être donné un diapo juste pour dire qu'au final, il faut arriver à des parcours très spécialisés, arriver à des parcours personnalisés, où on arrive à créer des échanges à partir de cette évaluation globale. Parce qu'il faut évidemment faire à partir des besoins des patients, faire à partir de ces demandes aussi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps imposé, on travaille avec le patient, on collabore, et dans cette idée-là, la notion de confiance est au centre même du débat. Donc tout ça pour arriver à un point de traitement individualisé, avec une notion très importante qui est la flexibilité. Parce que nos patients, des fois, nous posent des problématiques qui sont très multiples, des problématiques peut-être qu'on n'a pas anticipées, mais l'idée c'est d'avoir cette flexibilité dans nos process, dans la façon dont les informations transitent aussi, peut-être s'écarter des fois de schémas qui sont classiques. Donc ce plan doit inclure un suivi médical, psychologique, social et judiciaire aussi, qui doit être coordonné entre les différents intervenants. Je vais m'arrêter là pour laisser la place à la Madame. Merci beaucoup. Alors, ma courte intervention, notre intervention va permettre de pouvoir présenter le dispositif, le JRP. Madame juge Grave vous la présentera tout à l'heure. Donc, en fait, simplement se dire que la collaboration entre la justice et la santé va nécessiter des constructions, des ajustements, des réflexions, des innovations. Alors, nous espérons qu'ils prendront racine dans les échanges d'aujourd'hui, tout en évoquant aussi des exemples qui ont été, et des expérimentations qui ont été menées en master. Donc, tout d'abord, mon propos se limitera vraiment au XAPA de la Bester, qui est un acteur pivot dans le cadre de la prévention et des interventions dans le champ addictologique, et avec lequel travaillent déjà les services de justice de Bester. Donc, le XAPA de Bester a été inauguré, la nouvelle formule en 2009. C'est avant tout une structure d'accueil, d'accompagnement, d'orientation des personnes qui présentent des conduites addictives et leurs familles, et bien évidemment avec la notion avec ou sans produit. Donc, il mène principalement des missions d'information, de sensibilisation et de prévention dans tous les milieux. Il existe aussi des missions de réduction de risque et d'accompagnement, c'est l'objet de nos échanges, des personnes sous main de justice en milieu ouvert ou en milieu fermé. Voilà, donc, nous allons vous présenter quelques données qui sont sur les 3 derniers exercices. Voilà, donc tout d'abord, en population générale, il faut savoir qu'entre 2021 et 2024, dont le XAPA de Bester a doublé son accompagnement, puisque la file active est passée de... est passé de 327 personnes à une projection pour l'année 2024 à environ 840 personnes accompagnées en file active. Alors, juste pour rappeler, il y a environ une quinzaine d'années en Guadeloupe, nous avions déjà une prévalence en matière de conduite addictive qui était 4 fois supérieure à celle de la métropole. C'est dire effectivement l'impact et le travail qui reste à mener. Alors pour revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'effectivement des expériences sont menées, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées, en tout cas par le XAPA de Bester, il y a effectivement un accompagnement qui commence en prison, maison d'arrêt de Bester, en maison d'arrêt, pardon, et depuis 4 ans, c'est pareil, on note une progression du nombre de... Alors je vais être un petit peu gênée parce que je vais dire patients, usagers, détenus. Peut-être qu'à la fin de nos échanges, nous sortirons avec un terme qui nous unira tous, puisque là, pour le coup, ce sont les détenus, mais qui sont nos usagers et qui sont également des patients. D'autres données. Voilà, donc on a tenu à marquer en tout cas les typologies de produits consommés, et malheureusement, en fait, ça correspond tout à fait aux statistiques. Le cannabis et la consommation, en tout cas, de produits psychotropes. Voilà, et c'est la consommation la plus élevée. Donc l'alcool venant en deuxième position. Voilà, donc c'est sur une population, on va dire, captive, puisque c'est la population carcérale.
monde, s'il vous plaît. Alors, l'intérêt d'une articulation justice-santé, alors ça du point de vue du SAPA, et ensuite nous aurons le point de vue de la justice. Alors nous avons identifié des freins, parce que nous avons de logique. Alors je suis désolée de dire ça comme ça, mais on va dire que vous aurez l'occasion de le corriger. Pas de recherche de consentement dans l'application des mesures répressives. Peut-être que lorsque nous recherchons le consentement éclairé dans le médico-social, l'adhésion au plan de soins, l'accompagnement médico-social, lorsque les ressorts de la motivation sont souvent la confiance, est-ce que la crainte y sera? Ou les deux? Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de questions. Je vais vous poser deux notions qui vont être très parlantes pour les professionnels. On va opposer le secret médical au secret partagé. Au secret à partager avec la justice. Quelle alliance thérapeutique? La confiance ira à qui? Confiance entre le patient et le médecin et son patient, l'équipe médico-psycho-éducative et l'usager, le partage d'informations avec un organe répressif. Voilà. Et à qui ira la confiance? Le médecin, le juge, l'équipe médico-psycho-éducative, voilà. En tout cas, ce sont de vrais freins, des questions que se posent d'ores et déjà les professionnels, et on va dire que c'est un peu notre réalité. Alors bien heureusement, nous avons trouvé des leviers, des pistes de réflexion. Donc une alliance qui n'applique pas uniquement le sanitaire et le médico-social, c'est très bien, nous allons pouvoir les cloisonner. Nous apprécions pas de côté de la justice dans l'aspect répressif et nous les retrouvons finalement dans leur mission de réinsertion pour pouvoir faire alliance avec nos secteurs d'activité et se dire effectivement que l'empathie, l'accompagnement, la réinsertion ne sont pas uniquement les prérogatives du sanitaire ou du médico-social, avec une véritable et très forte confiance à construire et surtout, ce qui sera très important, des outils à partager, des outils communs. La nécessité d'évaluation pluridisciplinaire, nous avons eu l'occasion d'en échanger, je dirais tridimensionnelle, puisqu'effectivement la justice a ses propres outils d'évaluation, nous avons les nôtres. Le soin, ces outils d'évaluation, il va falloir effectivement avoir une réponse ajustée, adaptée, pour pouvoir apporter ce qu'on appelle une juste réponse, juste au sens la plus adaptée possible. Donc la nécessité d'une réinsertion avec une co-construction en replaçant, j'ai dit, de patients, usagers, détenus au centre du dispositif, puisqu'effectivement il faudra, en fait, nous serons là pour accompagner cette co-construction. Et enfin, la place du soin et du médico-social en prison. Alors, c'était pour faire aussi ce pas de côté, puisque ça fonctionne en fait. Ça fonctionne puisque nous avons des conventions, et parce que le médico-social et le sanitaire interviennent déjà en milieu carcéral, avec les différentes unités que nous connaissons, les APR, mais avec également d'autres actions très spécifiques, comme par exemple l'exemple du SAPA de Basser, qui intervient autour d'un projet qui s'appelle « Où l'époux, on donne genre pour changer le regard », c'est-à-dire inciter les usagers, les détenus, patients, à réfléchir sur des alternatives en réponse aux conduites addictives au travers de l'activité, notamment autour du cas, des comptes. Les interventions ont lieu tous les 15 jours à peu près. Alors, il y a quelques statistiques qui n'apparaissent pas. C'est que, avec ces premiers contacts qui sont déjà pris en prison, certaines années, en fonction des sorties des détenus, quasiment 100% des personnes sortantes ont un suivi en soins ou continuent à suivre les soins qui ont parfois commencé en maison d'arrêt. Voilà, donc il y a un véritable enjeu. Alors d'autres années, c'est beaucoup moins, hein, de toute façon, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion pour pouvoir effectivement réfléchir et construire cette articulation justice-santé. Alors autour, on va dire un projet particulier, donc la justice,
j'ai dit, j'ai appelé tout à l'heure juridiction résolutive de problèmes. Donc, dispositif innovant que le tribunal de Basse-Terre a la chance de pouvoir porter et que nous allons laisser Madame la juge Grave nous présenter. Alors, je pense que je ne vais pas répondre à toutes vos questions, mais on a les mêmes interrogations. Et déjà, la volonté commune de coopérer. Vous avez déjà l'habitude de travailler en pluridisciplinaire, mais ce n'est pas forcément le cas de la justice. Et le monde médical et le monde judiciaire sont deux mondes qui ne se côtoient pas forcément, qui vont vivre de façon parallèle. Et déjà, pour pouvoir se rencontrer, il faut déjà pouvoir connaître le vocabulaire des uns et des autres, construire un vocabulaire commun et se rencontrer aussi sur nos différences, mais aussi nos points communs. Et je pense qu'on a une volonté, c'est la guérison ou la réinsertion. Alors, je me présente, moi je suis vice-présidente de l'application des peines, c'est-à-dire le juge d'application des peines. Le juge d'application des peines, c'est celui qui est chargé, je suis en fait la gardienne des peines. Que la personne soit en prison, en dehors de la prison, à partir du moment où elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement, peine de sursis probatoire, peine de travail d'intérêt général, peine de jour amende, et que je peux aussi aménager ces peines-là, la peine elle vit en prison ou à l'extérieur, la personne a pu sortir, je la faire rentrer, selon plusieurs dispositifs, un bracelet, une semi-liberté, mais un dispositif qui s'adapte, qui doit être individualisé par rapport à la personne. Et ce qui ne veut pas dire qu'il y a pas de but. Et le but, c'est la réinsertion. Donc, une fois que c'est présenté, donc c'est vraiment, c'est mon cœur de métier. J'arrive après, une fois que la condamnation est prononcée. Comment le judiciaire aborde la santé mentale, l'addiction et toute problématique. Alors, outre le fait qu'on donne des experts, et c'est assez compliqué, on l'aborde par le biais de l'obligation de soins. Cette obligation de soins qui est imposée. Cette obligation de soins qui est imposée, l'autorité judiciaire, c'est vrai, on la prononce très régulièrement. Alors, j'ai aimé la notion de patate chaude, parce qu'en fait, on se dit que ce n'est pas notre domaine, donc on va renvoyer toutes ces problématiques de soins, on ne sait pas comment les gérer, on ne sait pas comment faire, on se dit, ah ben eux ils s'y connaissent, on va leur mettre une obligation de soins, ils vont se débrouiller, et puis ils vont nous les ramener, ils vont beaucoup mieux. Alors, l'obligation de soins, on la met dans quelles conditions? L'obligation de soins, en fait, elle peut tout accompagner. Elle peut, déjà dès qu'il y a une mesure d'addiction, addiction, obligation de soins. Violence conjugale actuellement, on met l'accent, obligation de soins. Escroquerie, enfin, obligation de soins, ça peut être intéressant. Donc on la met partout, l'obligation de soins. Et on se dit, on sait très bien qu'on a fait notre métier. Sauf que l'obligation de soins, elle n'est pas encadrée, elle n'est pas formalisée. La durée de l'obligation de soins, elle va dépendre déjà de quel juge la prononce. Elle peut être prononcée à tous les stades de la procédure, c'est-à-dire que le procureur avant même pour indiquer qu'il ne va pas continuer les poursuites, il peut prononcer une injonction thérapeutique ou une obligation de soins. Quand la personne va passer devant le tribunal, devant un juge d'instruction ou le juge de la liberté de la détention, quand il est pris par rapport au pénal, il peut prononcer une obligation de soins. Et moi, évidemment, les mesures que je vais prononcer, plus d'une sur deux ont l'obligation de soins, les DSE, etc. Donc, elles ne sont pas encadrées. C'est un véritable échec. On n'a pas trop envie de se le dire. On se dit qu'on va passer du temps de temps en temps à aller voir le CISAPA, à aller voir le niveau SPIP, mais on dit qu'on n'a pas forcément de temps par rapport à ça. Pourtant, le législateur avait préconisé avait à encadrer certains types d'obligations de soins et à créer l'injonction thérapeutique. L'accent est mis sur l'injonction thérapeutique. Pourquoi l'injonction thérapeutique est plus intéressante? Parce que là, la coopération entre la justice et le monde médical était prévue par justement le médecin relais. Le médecin relais, c'est intéressant parce qu'il va être désigné donc, par l'ARS, il va pouvoir évaluer la personne, il va pouvoir travailler avec le magistrat pour indiquer quelle évaluation et ce que préconiser. Donc finalement, le contrôle et le suivi de la personne.
va se faire, la personne peut aussi choisir son médecin, ou lui donner une liste de professionnels, pas forcément un médecin. Et donc, en fait, là, il y a une alliance entre le judiciaire et le monde médical. Malheureusement, le nombre de médecins relève, je ne sais pas pourquoi. Donc, le médecin relève, on s'est dit que finalement, ça pouvait être un psychologue qui s'en charge. Et puis finalement, ça va être le CESAPA qui va se charger la plupart du temps, qui va être médecin relève. Et puis nous, critique, c'est qu'on l'a oublié, cette injonction thérapeutique. Alors qu'elle est intéressante, cette injonction thérapeutique, mais comme on a eu des difficultés, on l'a abandonnée, on s'est dit que c'était plus facile de faire juste une obligation de soins. Dans d'autres cadres juridiques, on a l'injonction de soins, l'injonction thérapeutique, pour les infractions les plus graves. Là, on désigne un expert. L'expert va nous indiquer si on les fait, on doit avoir une injonction ou pas. Et dans ce cas-là, c'est prononcé et c'est obligatoire. Et cette notion d'obligation, vous ne la connaissez pas forcément, je me suis rendu compte par hasard, en fait, en commençant à échanger, en parlant de la GRP sur laquelle je vais revenir, à savoir que c'est vrai que la personne qui travaille au sein de la maison d'arrêt, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, le travail qu'elle fait est remarquable. Elle travaille avec la plupart des détenus, puisque déjà par rapport à l'obligation de soins, moi je vais, en tant que juge d'application des peines ultérieurement, la personne, elle doit pouvoir justifier lorsqu'elle est en détention d'avoir commencé à travailler, soit psychologique, soit psychologique, et elle doit pouvoir en justifier. Donc, la personne qui est à la maison d'arrêt, au sein de la maison d'arrêt, elle va pouvoir justifier si elle les reçoit et si elle ne les reçoit pas. Et quand la personne a une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire aux infractions les plus graves, si la personne n'a pas de suivi dès qu'elle est insérée, elle n'aura pas accès à des remises et des crédits de réduction de peine. Et je ne peux pas non plus lui accorder forcément un aménagement de peine alors qu'elle est en prison. Et ça, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément de lien et qu'on ne le savait pas forcément. Et si on travaille en milieu fermé, on travaille aussi en milieu ouvert. C'est vrai que j'ai noté, sans avoir les chiffres, donc je sais très bien que les chiffres du CESAPA, ils explosent. Vous avez compris pourquoi, parce qu'on les prononce à tout va, à tout train. En milieu fermé, j'avais noté en effet que quand je les vois, il y a le suivi au niveau du CESAPA est très sérieux. Je sais que la plupart des gens, quand je les vois en aménagement de peine ou autre, me parlent de poursuivre ces soins. Je pense qu'ils les poursuivent. Le retour que j'ai, ça va avec. On a des retours communs. Mais la difficulté, pour nous, c'est aussi quand la personne sort de prison. Lorsqu'elle est en prison, elle a souvent un cadre. Et c'est souvent une population qui est beaucoup plus fragile, qui a besoin de cadre, qui malheureusement aussi connaît beaucoup trop en fait le monde carcéral. Le monde carcéral, ça va la rassurer, ça va rassurer, lui apporter un cadre. C'est le moment où ils vont se sevrer. La difficulté, c'est la sortie. Et la sortie, en général, la sortie, c'est soit une sortie qui est compliquée, où on ne va pas assez travailler, ou la sortie, ça va être au terrain. Puisque moi, je me suis rendu compte que sur un tiers de la population que je pouvais suivre dans mon cabinet, il y en avait un tiers qui tournait, maison d'arrêt, Monterrand, sortie, maison d'arrêt, Monterrand, enfin bon voilà, c'est une trilogie et on ne sait pas quoi faire, ce sont des mêmes lieux qui reviennent. C'est dans ce cadre-là que j'étais amenée à m'intéresser et à découvrir par hasard, par rapport à un appel à projet, ce qu'était la JRP, la juridiction résolutive de problèmes. On a du mal à la prononcer, c'est vrai, parce que c'est pas un mot, ça vient du monde anglo-saxon. Et les premières JRP ont été créées pas loin d'ici, à Miami, à la fin des années 80, par rapport à certains quartiers qui étaient gangrénés par la drogue, par aussi toutes les conduites addictives, les problèmes psychiatriques et autres s'enfuyaient, ils ne savaient pas quoi faire. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont créé les premières JRP. La JRP, c'est déjà une coopération, c'est justement mettre au cœur, au centre du projet, l'intéressé. L'intéressé, mais ce n'est pas pour l'assister, c'est de mettre aussi responsable de son parcours de peine et de son parcours de soins, avec des méthodes qui sont autres, et finalement, dépasser la notion de consentement, dépasser la notion de contrainte judiciaire pour l'impliquer dans son parcours. Et c'est tout à fait possible par rapport à des méthodes qui peuvent exister en travaillant sur l'entretien motivationnel et sur toutes ces analyses au changement. Et quand on nous dit que nous, par exemple, juristes, on ne travaille pas sur l'évaluation, en travaillant sur la JRP,
j'ai pu découvrir qu'en effet, dans le monde anglo-saxon, on s'intéresse à l'évaluation, on évalue les situations. Moi, je ne savais même pas que vous pouviez les évaluer, on ne va pas les évaluer. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à des outils d'évaluation. Ces outils d'évaluation, il faudrait en effet qu'on puisse travailler sur des outils communs. Et l'évaluation, pouvoir dire au début de parcours, milieu de parcours et fin de parcours, où on est intéressé. Déjà, ce qui peut permettre d'obtenir des subventions, de pouvoir dire ça fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est ça aussi le travail en commun. C'est aussi dépasser, donc c'est dépasser cette notion de consentement, c'est dépasser aussi avec ce travail en commun et en équipe, parce que la JRP, c'est aussi s'adapter à une personne, nos populations en général, et c'est s'intéresser à ceux au cas le plus lourd. Quand moi ils sortent de mon bureau, je les envoie au CESAPA, je les envoie chez le SPIP, je les ai perdus en chemin, hein. Je le sais très bien. Ils ont des problèmes spatio-temporels, ils n'ont pas la même vie. Donc c'est-à-dire c'est créer aussi un lieu commun qui est le lieu pour ses intéressés, ceux qui font partie de ces programmes-là, et un lieu commun pour que nous puissions nous y retrouver et travailler ensemble avec un suivi renforcé. Selon la JRP, c'était jurisprudentiel, on commence en fait à les théoriser, à travailler dessus. Donc cet appel à projet fait que cette JRP va pouvoir se créer à l'ASPR. Il y a déjà une équipe, des personnes qui sont volontaires pour travailler. Ce colloque, cette invitation, c'est le début. Voilà, c'est en fait c'est la première pierre qui est posée. Je vous remercie. Et c'est aussi un engagement de travailler autrement. Et travailler autrement, c'est pas que nous sommes tenus par des secrets qui sont autres. Le secret professionnel, le secret médical, qui a un secret partagé par rapport à l'équipe pluridisciplinaire, c'est pas du tout le même que celui de l'autorité judiciaire. Moi, notre secret, c'est celui de l'enquête. Et le SPIP, par exemple, va se retrouver dans une position différente où, par rapport à l'autorité judiciaire, ils doivent nous indiquer ce qu'il en est, puisqu'ils sont mandatés par l'autorité judiciaire. Et je peux mandater également le CESAPA, mais c'est vrai que le CESAPA est tenu à un secret. Alors, comment le dépasser, ce secret? Est-ce qu'il fait partie de la même équipe pluridisciplinaire? C'est le début peut-être de travaux à venir pour travailler ensemble. Il y a dans d'autres endroits, on peut faire des colloques, on peut faire des protocoles. Donc, mais ça, je pense que ça se fait au niveau d'un territoire donné, des problématiques des personnes qui sont là. Voilà. Oui. Alors, vous avez celui-là, ouais. Bonjour. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, vous venez d'expliquer la coopération et le travail ensemble. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça me fait penser exactement à ce qu'on fait avec les mineurs en foyer. C'est-à-dire qu'on travaille avec divers professionnels, on travaille avec la justice parce qu'ils ont des problèmes de justice, on travaille avec les médecins parce qu'ils ont des problèmes d'addiction. Et en fait, je me dis c'est marrant parce que pour les adultes, on ne se pose plus les mêmes questions, alors que c'est les jeunes qu'on avait avant. Donc, je pense que... D'accord, j'ai cassé quelque chose. Je pense que le micro, il y a un souci. Donc, je me dis peut-être se rapprocher des juges pour enfants, qui posent des sanctions pour les jeunes aussi. Pas sous la même forme, parce que c'est vrai que l'adolescence, on va travailler différemment, c'est des jeunes avec des carences, mais au final, ça reste l'être humain, l'individu, et je pense que quand on est adulte, pour certains, on n'est pas fini. Et puis, c'est une évolution continue, donc je pense qu'on pourrait s'appuyer du système de la protection de l'enfance pour avoir un début de questionnement ou de réponse, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, ce que je vois, c'est qu'on se pose des questions dont on a déjà les réponses dans la protection de l'enfance. Donc après, il y a sûrement des choses plus complexes et autres, parce que c'est vrai que la justice, comme vous en parlez, moi, ça m'a parlé tout de suite, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, c'est mon quotidien. Donc, du coup, je trouve ça bizarre que dans la santé, il y ait cette soupure. Donc, voilà, travailler ensemble. Merci. Alors,
Oui, en effet. D'ailleurs, Martin Herzog-Evans, qui a des professeurs de droit et professeurs de criminologie, a toujours dit que finalement, le juge des enfants et le juge d'application des peines, c'était les deux premières JRP. Mais avec la JRP, c'est aussi aller plus loin. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas d'évaluation. Le JE non plus ne travaille pas sur la méthode d'évaluation. On ne travaille pas non plus sur un vocable commun, et on ne travaille pas non plus sur des outils communs. En fait, on reste sur des outils seulement juridiques, et on a besoin de se rapprocher du médical, d'outils cliniques et de les connaître. On a une formation, nous aussi. En fait, c'est nous, juristes, qu'on doit vraiment aller beaucoup plus loin pour être au cœur et aborder autrement. Et d'ailleurs, pour répondre aussi, dans la JRP, on parle de justice patient. Voilà. Et les mineurs en font partie. C'est vrai que les mineurs travaillent davantage de cette façon-là, mais c'est vraiment aller beaucoup plus loin avec d'autres outils et avec toutes les données actuelles de la science. Oui, bonjour tout le monde, je suis médecin pédiatre. Pas de choses, ça m'a fait chaud. Et merci à vous, Gladys, d'avoir commencé. C'était aussi le petit commentaire que je voulais faire, c'est avant de devenir adulte, on est enfant, et que tout commence en enfance, en fonction de la chance qu'on a de vivre dans une famille ou plus ou moins adaptée. Et les addictions cachent souvent des violences intrafamiliales, domestiques ou sexuelles. Et effectivement, comme on a la chance d'avoir un magistrat avec nous, un magistrat pour adultes, parce qu'il me semble que les peines pour les enfants, c'est les magistrats, les juges des enfants, et que je sais que aussi la justice est un petit peu cloisonnée entre guillemets, parce qu'il y a l'adulte, l'enfant, chez les adultes, les enfants, il y a les juges des enfants, mais il y a aussi le juge des affaires familiales, et il faut se retrouver dans tout ce monde-là pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc la santé mentale devient aussi une santé des liens. Et je pense que c'est très important qu'on puisse travailler ensemble. Et moi, j'avais maintenant une question pour moi. Est-ce que vous avez des groupes pour les agresseurs, adultes? Est-ce que vous avez pensé à ça? Par exemple, nous, les parents, les pères, ou les mères, en fait, où est-ce qu'on pourrait les agresser quand ils sont en prison, ou est-ce qu'il y a des rapports avec les amis? Voilà, c'est des questions de thérapie. Merci. Oui. Alors là, l'accent qui a été pris sur cette JRP ici à Basse-Terre, le public cible qui est écrit, on a un public cible. Donc le public cible qui avait été pris là, c'est vraiment sur la toxicomanie et la santé mentale. Mais il pourrait très bien avoir des JRP qui soient sur les agresseurs sexuels. Et sur les agresseurs sexuels, il existe, d'ailleurs dans les... j'ai vu là, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, il y a des travaux qui peuvent être intéressants à faire. Et travailler sur le mode GRP, c'est pour que ça puisse aussi rebondir en effet et sur d'autres types d'infractions. Et surtout sur ce type d'infractions aussi, sur les exécutions sexuelles, la justice commence à la penser différemment, avait tendance à penser que c'est pas si grave que ça, alors que finalement pas du tout. Travailler avec des outils communs, c'est aussi s'intéresser à d'autres types d'infractions, en effet, où chacun, il y a des outils pour chacun, et ce sont je sais qu'on peut faire beaucoup de choses à l'heure actuelle. Il y en a tous. Oui, alors, félicitations pour cette démarche de coopération qui permet vraiment de structurer la prise en charge des personnes qui vivent avec des troubles psychiques mais qui sont aussi confrontées à des problématiques d'addiction. Et souvent, la patate chaude arrive dans les mains des familles. Il y a 3 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est la famille qui malheureusement est dans cette méconnaissance. Toujours, je mets l'accent sur cette notion d'explication, de psychoéducation auprès de la famille, où souvent
le problème lié à une problématique de santé mentale est souvent dit pour la famille, mais c'est pas mon enfant qui est malade, c'est le cannabis le problème. C'est pas mon enfant. En deuxième temps, lorsque la personne qui consomme des substances psychoactives est dans la maison, souvent, je le cas concret, parce que c'est l'appel d'une maman, son fils venait de sortir de prison, il consomme des substances et elle appelle au secours parce qu'il prend tout ce qu'il y a dans la maison pour le vendre afin de pouvoir s'approvisionner. C'est ça la réalité. Ce sont les mamans qui s'enferment dans leur chambre, qui cachent les clés de la voiture, qui cachent leur carte bancaire et malgré ça, elles se font voler leur carte bancaire. Automatiquement, lorsqu'elles sont orientées vers les forces de l'ordre, souvent la plainte n'est pas prise en compte. Donc, on attend malheureusement d'arriver à une situation extrême pour que là, les soins, les tutos, enfin, tous les acteurs et aussi la justice interviennent. Donc, heureusement, on a de bonnes expériences où on a des familles qui sont aussi très cadrantes et très soutenantes auprès de la personne et qui l'accompagnent dans ses démarches de réinsertion sociale et dans le cadre de son projet personnalisé, comme une structure médico-sociale. Mais ce sur quoi je mets l'accent, c'est sur ces petites patates du quotidien que les familles vivent et qui souvent sont difficiles, est-ce que c'est possible de garantir. On peut faire un lien avec une affaire, il n'y a pas de problème, pour que ces personnes, quand elles sont confrontées à ces problématiques, puissent appliquer ce que le système propose sans que le système lui ferme la porte. Merci. Merci pour la question, ça me permet de développer et travailler avec la GRP, c'est ça, au-delà de cette coopération santé-justice, c'est le cœur, c'est le centre, et le cœur, c'est aussi l'individu, mais c'est aussi ses proches, c'est-à-dire c'est aussi les associer, et c'est absolument pas les oublier. Et là, de plus en plus, même quand le SPIC, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, peut faire remonter certaines informations, on travaille aussi avec les proches, on est tout à fait conscient de ces problématiques. Et c'est aussi les aider. Et là, en début de semaine, on vient de signer un partenariat avec une association pour justement pouvoir, par exemple, orienter les proches, orienter aussi les victimes vers aussi des structures qui puissent les aider. Et elles font partie du dispositif. On sait que c'est eux, au final, qui en payent le prix. C'est extrêmement lourd, extrêmement difficile. Rester une famille structurante avec quelqu'un qui a des troubles psychiques et qui en plus est toxicomane, c'est l'enfer. Madame Milos, suivante, est-ce que santé de Sarah Basser? Alors, je viens de rebondir par rapport à notre cher collègue de l'UNACAM, que j'ai toujours plaisir à entendre parler. Lui dire, rassurer, il y a aussi donc, une consultation jeune, consommateur, ça va le mercredi. Et pour les entourages, nous avons aussi une consultation entourage. Nous recevons les parents, les familles qui le souhaitent pour un soutien. Ils peuvent voir le psychologue, avant de psychologue. Quand ils viennent, souvent on avait pensé à un cas, une maman qui est venue avec un petit sachet, et elle était toute inquiète, elle me dit, j'ai trouvé un petit sachet, et je ne peux pas vous confirmer ce que c'est un petit sachet, c'est un petit cas, peut-être qu'il faudrait aller ailleurs, pour la suivre, mais elle le sort quand même, je l'ai vu ce que c'est, sans lui donner de confirmation, c'est pas mon rôle, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils sortaient de prison, et avec ces petits sachets dans un agent qui s'enferme des agents, mais depuis sa sortie de prison, a priori, il aurait été agressé en prison, donc il s'enferme, il est recouvré sous lui-même, dès qu'on l'approche, il se protège, on sent qu'il y a eu des soucis en prison. Donc, cette personne est en danger a priori, il ne veut pas venir, donc je lui ai dit, écoutez, insistez, essayez de le faire venir. Il ne va pas m'écouter. Moi, il n'y a pas, une telle personne qui pouvait l'écouter, ça passe à un cousin, un voisin, qui l'apprécie. Tentez le coup. Et si comment ça ne marche pas, revenez nous voir. Et vous pouvez aussi venir pour vous-même, pour nous parler de ce que vous vivez. Il y a vraiment une porte ouverte pour les familles. On leur dit, ils viennent en général, ils viennent nous expliquer leur pratique. Quelquefois, l'enfant ou la personne ne vit pas tout de suite, et puis à un moment donné, il y a le défi.
Je profite du micro pour vraiment rebondir sur ce que disait Mme Morisot, mais aussi Dr. Grave. Oui, je félicite le travail réalisé en milieu carcéral par les professionnels du SAPA. Travail commencé depuis un certain nombre d'années, mais repris, relancé en 2019 avec Mme Mandel, qui était bien à côté de moi, qui a fait un énorme travail de coopération avec les collègues, les FSP, l'UTSAF, etc. Repris après par les éducateurs, notamment actuellement, c'est Mme. Je demande son nom, parce que vraiment, c'est un énorme travail. Mme Carolina Lopez, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je tiens vraiment à féliciter, je demande à la salle de l'applaudir, parce qu'il n'est pas là, je vais lui dire. C'est un bon travail de l'homme avec ses collègues, un bon travail de coopération, d'échange, de construction d'outils. Et je savais, je travaille tous les jours avec d'autres éducateurs qui sont associés à elle lorsqu'il y a des manifestations ou à son tabac, ou alors le projet roulé pour notre vie. Et eux, ils viennent avec le COCAP, et pour essayer de travailler avec ces personnes détenues en prison, ces personnes carcérales. Voilà, c'est vraiment un énorme travail de tous les jours, mais on voit les fruits, on voit et à la sortie, donc, le lien qui fait maintenant avec l'éducatrice qui est en milieu carcéral, avec Mme Mamandé qui sort de l'université directement pour situation avancée. Donc, du coup, elle les reçoit au plus près de leur lieu de vie, puisqu'il y en a qui ne vont pas revenir à la CEF, ça on le sait. Donc, les négociations avancées sur le CMP, tous les CMP, Capestel, Bémao, Sainte-Rose, il y en a 2 sur Sainte-Rose, Bruyante, bientôt sur 2 habitants, sur 23, et donc on les oriente directement sur une consultation sur le lieu. Bien sûr, c'est une fois par mois, mais c'est mieux que rien. Voilà. Merci. C'est vrai que je pourrais, pendant tous les en parler, c'est est-ce qu'un jour il y aura un dictologue qui sera présent de la justice, qui sera consulté pour les décisions de justice, parce que quand on pense clinique addicto, on est conscient de la notion de contrôle, d'inhibition. Il faut que le passage à l'acte du patient n'est pas le passage à l'acte au sens médicien, mais au sens clinique. Et c'est là que je pense que l'interaction et la discussion sera très intéressante avec le judiciaire qui le sont. Merci à vous. Merci à vous, c'était très intéressant. Et donc nous allons passer à la table ronde suivante, avec les 21 minutes de retard.